Et lors de ce symposium, justement, des indications et surtout des contre-indications à la multifocalité. Parce qu'on est dans l'empirisme total. Il n'y a pas de véritable guide qui nous dit oui, on peut ou on ne peut pas mettre un implant multifocal. Et donc vous verrez que grâce au support du laboratoire Alcon, on a un groupe de chirurgiens qui sont habitués à poser des multifocaux, largement réfléchis à quels pourraient être finalement les critères de pose ou de non-pose. C'est quelques règles simplement de rappel de précision biométrique et réfractive. Alors, bien entendu, l'hémétropie, c'est crucial en multifocalité, vous le savez. La première cause d'insatisfaction des multifocaux, c'est la métropie résiduelle, justement. Et donc, il faut une approche réfractive la plus précise possible, bien entendu, avec une qualité des mesures, bien entendu, l'usage des multiformules. Donc, il faut s'intéresser un petit peu aux formules. Maintenant que ça fait d'énormes progrès, c'est plus simple, mais néanmoins, il faut s'intéresser aux formules et il faut regarder son patient sous toutes les coutures, et notamment au niveau de la topographie cornéenne en cas d'astigmatisme, par exemple, ou s'il y a eu une chirurgie, etc. Alors, très rapidement, pendant des années, et la plupart de vos biomètres les utilisent, ce sont des formules de Vergence qui dérivent de l'optique gaussienne qui sont utilisées. Pourquoi ? Car elles donnent une meilleure estimation de l'ELP. L'ELP, vous savez que c'est l'évaluation de la position de votre implant, qu'aura votre implant en post-opératoire. Et c'est beaucoup plus efficace que les anciennes formules, comme la SRK-T, par exemple, qui donnait la SRK-2, qui donnait des résultats moins précis. Ces formules ont plusieurs variables. J'ai mis en rouge la barrette universelle 2, car la plupart des publications sur ce type de formule de Vergence sont vraiment en faveur de la précision, d'une meilleure précision de la barrette universelle 2 depuis au moins 7 ou 8 ans environ maintenant, même si d'autres formules arrivent maintenant. Par exemple, vous avez effectivement la Olsen qui donne 6 variables, et la dernière, la OLAD2. J'ai encore lu en arrivant dans l'avion qu'OLAD2 va être maintenant une nouvelle version qui est agrémentée avec de l'intelligence artificielle qui devient à nouveau plus précise. Donc c'est en train, on se tire la bourre aussi sur les formules également. Alors, ça c'est avec Pierre Bouchu qu'on avait vu ça d'ailleurs. Vous savez que selon la métropie préalable, vous allez choisir telle ou telle formule. Alors pour les hémétropes, tout marche évidemment, car quand on se situe entre 22,5 et 24,5 mm de longueur axiale, toutes les formules donnent quasiment les mêmes résultats. Ça se disperse à droite et à gauche, évidemment, de ces longueurs axiales-là, comme vous le voyez. Par exemple, chez le myope, la barrette donne de bons résultats dans mon expérience. La SRK-T est parfois un peu hypermétropisante, et il faut faire attention un petit peu. Et donc, il ne faut pas hésiter à prendre, dans certains cas, des moyennes de ces formules, et des moyennes des formules les plus adaptées à la métropie en cause. Les hypermétropes, alors la Ofurq est surcorrectrice habituellement, il faut la pondérer avec la OLAD2 qui marche globalement bien, et parfois la Aegis et la barrette 2 donnent également de bons résultats. Enfin, ça c'est tout à fait empirique, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, vous aurez peut-être d'autres avis, ça dépend un petit peu. Mais voilà, en fait, ça c'est intéressant, c'est une grosse publication de MLS de Ophthalmology 2018, comme vous voyez. Quand vous la regardez en fonction de la kératométrie, les faibles kératométries, la SRK-T, elle va donner des hypermétropies, et sur les fortes kératométries, elle va donner des myopies résiduelles. Alors que les autres, vous voyez, c'est un petit peu différent. Et notamment la barrette, ici, vous voyez, c'est beaucoup plus lissé. La Ofurq, c'est pareil, elle est un peu dans l'autre sens. Mais si vous prenez la moyenne d'une Ofurq et d'une barrette, vous aurez globalement quelque chose qui sera quasiment hémétrope. En fonction de la longueur axiale, c'est pareil. Regardez comme ça se disperse dans les grandes longueurs axiales. Alors, ça va de moins 0,50 à plus 1 quasiment. À moins 1, pardon. Plus 1, pardon. Et donc, vous voyez que la barrette est relativement continue, en rouge ici, dans toute la frange des yeux conventionnels, on va dire, même myope, hypermétrope conventionnel. Je ne parle pas d'une anophtalme d'une longueur axiale de 14 mm, bien entendu. Donc, vous voyez, il faut regarder bien ces éléments pour avoir en tête. Vous avez également les yeux atypiques. Ce qu'on appelle les yeux atypiques, c'est quoi ? C'est ça. C'est des yeux, effectivement, qui peuvent être à forte kératométrie et grande longueur axiale. Et à ce moment-là, vous serez dans des endroits dangereux, car souvent, les formules vont se tromper parce que ces yeux-là ressembleront un peu aux yeux qui ont eu une chirurgie réfractive sans en être. Donc attention, quand vous voyez effectivement un hypermétrope avec une kérato centrale non opérée à 40, méfiance, et là, il faut quasiment prendre une formule de post-chirurgie réfractive. Donc pensez aux yeux atypiques. Du coup, sont arrivées, et pour le plus grand bonheur de nous, ces formules dérivées de l'intelligence artificielle, la IL-RBF, qu'on trouve sur le site de l'ASCRS.
La Kane également, que vous trouvez sur Internet, très facile à trouver également sur ce site-là. La WeOptimi que développe Laurent Gauthier, que je salue ici, qui est dans la salle, et qui donne une très bonne formule également que j'ai pu explorer, qui donne des résultats très précis. Et également la Perche DGS, qui est en open source également, que vous trouvez et qui va être intéressante également. Alors voilà, je ne veux pas aller plus loin parce que c'est un sujet, c'est un gros sujet, on peut rester 1 heure dessus. Mais enfin, pour terminer, 3 points forts. Pour affiner, vous hésitez entre 2 puissances. Avec les formules classiques, vous avez la barrette, vous avez la Aegis, etc. Vous ne savez pas trop, qu'est-ce que je vais prendre? Faites une formule à ce moment-là qui prend 3 minutes sur Internet, la Perche DGS notamment ou la Kane, et ça va vous aider à choisir entre le plus 23, le 23,5 ou le 24. Voilà, ça aide énormément. Deuxième point fort, éviter la tendance myopisante. On parle de multifocalité, on va en parler là tout le long du symposium. Éviter la tendance myopisante, donc prendre toujours la première puissance hypermétropisante. Pourquoi? Car cette publication très intéressante japonaise vous montre que si vous êtes sur un versant myopique, les halos, la dimension des halos est beaucoup plus importante que si vous êtes sur un versant légèrement hypermétropique. Et enfin, troisième point fort, et je terminerai là-dessus, n'oubliez pas que l'astigmatisme se corrige et augmente très très significativement la qualité visuelle, notamment de loin, notamment pour les trifocaux ou les bifocaux, les diffractifs au sens large. Il faut la corriger dès 0,6 à 0,7. Et c'est pour ça qu'il existe des versions T2, je pense que tu utilises aussi, toi Dominique notamment, en sachant que les écueils, c'est quoi? C'est que l'astigmatisme, plus il est minime, plus il est facile son évaluation. Tenez compte de votre astigmatisme surgical induit, bien entendu également, et tenez compte également de l'astigmatisme postérieur. Je vous remercie. Merci Pascal. C'était très clair. J'aurais juste une question pendant que Diane s'installe avec le sujet qu'on a déjà annoncé. Quels sont tes conseils en post-chirurgie réfractive? C'est un sujet qui peut prendre 1 heure, effectivement. Bon, en pratique, moi, je prends le site de l'ASCRS et je fais effectivement, grâce à des données topographiques qui sont données par le Pentacam ou par le topographe, j'ai un topographe d'une autre marque, et vous rentrez des datas sur des anneaux en kératométrique à différentes distances, et moyennant quoi ça augmente franchement les choses. Mais il faut savoir que la Perche DGS est utilisable également dans les postes myopie notamment, et marche très bien. Je l'ai utilisé également. Donc je regarde aussi la Perche DGS. Merci, très clair. Donc Diane, nous t'écoutons sur les contre-indications médicales aux implants multifocaux. Donc on a essayé de trouver un cadre pour surtout placer les nouveaux implants multifocaux et les ZOF, essayer de trouver des consensus, surtout dans les contre-indications, parce que globalement, on se retrouvait sur ces thèmes-là. Comment j'avance là? Ah, parfait. Donc, je suis partie de cas clinique. Donc, c'est un premier cas clinique. C'est un homme de 26 ans qui présentait une cataracte nucléaire fétale bilatérale que je suivais depuis quelques temps et puis qui s'est dégradée au niveau de l'acuité visuelle avec une acuité qui est passée à 4,5 dixièmes P4. Donc, ce patient, c'est un jeune patient qui est brancardier en fait dans le service et puis qui a une deuxième passion qui est graphitisme et puis des espèces de dessins 3D. Donc, un besoin de la vision de près important. Par contre, des horaires un peu nocturnes de temps en temps. Mais par contre, un petit peu de mal à comprendre le côté presbytie quand il n'a jamais porté de lunettes en vision de près. Donc voilà ces biométries. Donc c'est un œil qui était de taille classique. Alors on compare plein de formules de calcul comme on a parlé sur Ozo juste avant. Et puis ce patient est présenté un astigmatisme. Donc un astigmatisme relativement important. Donc pour ça on compare avec les topographies. C'était des topographies avec des astigmatismes réguliers. On retrouve des valeurs à peu près concordantes et des axes concordants. Bien sûr un osteoté maculaire qui était normal à cet âge-là. Donc là, qu'est-ce que vous auriez choisi comme type d'implant? Donc je pense que de façon unanime, tout le monde aurait mis un implant torique chez ce patient-là. Et puis après, qu'est-ce qu'on met? Un monofocal plus en se disant on ne sait pas comment il va évoluer. Un multifocal avec un risque de halo la nuit, plutôt des ZOF. Alors, moi, je ne dis pas que j'ai eu la vérité, mais là-dessus, chez ce patient-là, qui ne comprenait pas bien le côté devenir presbyte, j'ai mis des implants multifocaux diffractifs. Donc là, il y a plusieurs calculateurs, si on a le doute. Le calculateur Alcon en ligne, moi, parce que je travaillais avec les diffractifs Alcon, ou bien il y a les barrettes aussi. Et puis, donc, j'ai eu un résultat très satisfaisant avec une acuité visuelle à 10 dixièmes, par Inno 3 pour l'instant, mais je pense qu'en travaillant un petit peu son accommodation, il arrivera à monter à P2. Quelques halos, mais il est satisfait. Deuxième cas clinique, donc ça c'est un autre patient qui lui a 41 ans, c'est aussi des patients jeunes un peu extrêmes qu'on peut rencontrer, qui a une cataracte unilatérale droite avec 7 dixièmes. De l'autre côté il est hypermétrope et il est déjà dépendant de lunettes avec une petite correction de plus 1,50 des deux côtés.
C'est un patient qui travaille sur écran, qui conduit la nuit, qui est très exigeant visuel et qui est accessoirement mon voisin, donc je croise tous les jours. Donc là-dessus, la biométrie avec les différentes formules de calcul, on retrouve quelque chose, encore un œil qui est classique. On retrouvait un petit astigmatisme sur mon biomètre au départ à 0,9 et à la topographie, par contre, on se rend compte que c'est plutôt un problème de surface, parce que là, on est à 0,4 d'astigmatisme. Donc là-dessus, moi, je ne mets pas d'implant torique. Hein, c'est plutôt une erreur de calcul. Alors, quel implant auriez-vous choisi? Donc torique, a priori, avec une topographie à 0,4, plutôt non. Mais qui aurait mis un monofocal plus? Plutôt un multifocal? Ou un head-off? Donc moi là-dessus, je suis partie sur un head-off en me disant que ça allait lui donner à peu près ce qu'il avait de l'autre côté au niveau de la compensation de la presbytie. Et après, il y a une deuxième problématique qui m'attend, bien sûr, c'est le fait qu'il ait son hypermétropie à gauche avec une anisométropie, comment il va la tolérer. Là, tout de suite, il tolère bien une petite paire de lunettes additionnelles et actuellement, avec une petite addition de 1,25, 1,50, il arrive à avoir son Parino 2. Après, se discutera, si jamais il supportait mal, de faire éventuellement un petit presbylasique à gauche, ou bien, ce que j'ai peur, c'est, on a fait tout un bilan pour cette cataracte sous-capsulaire, c'est qu'elle se bilatéralise, et on verra le moment venu. En gros, il est content, et ça m'arrange. Alors après, voilà, donc on a fait un travail avec Alcon, avec un groupe d'experts pour essayer de trouver un consensus dans surtout les contre-indications aux implants, que ce soit multifocaux ou head-off. Et on s'est rendu compte que sur toutes les pathologies maculaires, du nerf optique ou de surface significative, tout le monde contre-indique les multifocaux. Par contre, si les pathologies elles sont stabilisées, peu importantes, voire minimes sur ce qui est de la surface surtout, on s'autorisait les head-off. Ensuite, pour tout ce qui était pathologie de cornéenne, type dystrophie ou astigmatisme irrégulier, les deux types d'implants étaient contre-indiqués systématiquement. Pour les problèmes de pupille, donc toute pathologie zonulaire contre-indique les deux types d'implants. Par contre, une pupille un petit peu large dans les extrêmes, en fait, l'EDOF fonctionnera mal, mais ce n'est pas obligatoirement une contre-indication. Pour tous les troubles de la fonction binoculaire, amblyopie ou monophtalmie, ça, on contre-indiquait les deux types d'implants. Sur une amblyopie minime, on pouvait se poser la question des EDOF, mais il n'y avait pas de consensus. Enfin, sur les psychologies type A, les vieux patients, les activités professionnelles particulières, la nuit, les pilotes, les tireurs, etc., on se contre-indique le multifocal. Par contre, le head-off peut être une solution. Donc voilà un cadre plus ou moins tranché autour des différents implants. Merci beaucoup Diane, c'était très clair, avec des cas cliniques exemplaires. Pierre, tu vas nous en dire plus? Merci Dominique, bonsoir à tous. On va avancer encore un petit peu sur ces technologies d'implants. Et donc, on va intervenir sur un implant, on va parler d'un implant EDOF, qui est l'implant Vivity de chez Alcon. Et on va poser la question, est-ce qu'on peut utiliser cet implant chez un patient diabétique ou glaucomateux? Alors la question, oui, non, je ne sais pas. Le débat est ouvert pour la salle. En réalité, c'est un implant qui a les mêmes contre-indications qu'un implant monofocal, puisque ce n'est pas un implant diffractif. Il n'y a pas de perte de contraste, il n'y a pas de gêne à l'examen du fond d'œil et il n'y a pas d'effet photique délétère. Donc pourquoi priver des patients qui seraient susceptibles de développer certaines pathologies de ce confort visuel lorsqu'ils voient bien? Donc ils ont les mêmes contre-indications qu'un implant monofocal, sans les pertes de contraste, on l'a dit. Le résultat fonctionnel va cependant dépendre, bien entendu, de l'état fonctionnel sous-jacent. Au pire, si votre patient a une rétinopathie évolutive, eh bien, le patient ne verra pas plus qu'avec un implant monofocal. S'il a une atteinte du nerf optique importante, il ne verra pas mieux qu'avec un implant monofocal. Mais on ne va pas dégrader forcément sa vision. Alors bien entendu, on ne va pas dire mettons des implants EDOF à tous les patients qui ont des pathologies. Mais ça peut être intéressant si le patient est diabétique ou glaucomateux et s'il est demandeur et s'il n'a pas d'atteinte trop importante de sa rétine ou si son diabète est équilibré ou si son nerf optique est bon. Pourquoi ne pas proposer cet implant si l'état fonctionnel est satisfaisant? Et ça, c'est la question que l'on a souvent de la part de nos glomatologues qui disent « mes patients, je les opère de cataracte, mais est-ce qu'ils ont le droit aussi à une certaine profondeur de champ ?» Donc, bien entendu, il n'y a pas d'intérêt si la pathologie est évoluée et il faut bientôt compléter le bilan.
Donc, pour illustrer ça, on va faire aussi deux petits cas cliniques d'implantation un petit peu particulière de ces implants EDOF. Une implantation monoculaire chez un patient déjà pseudophague d'un côté en monoculaire et qui avait opéré de l'ASIC. Et puis un deuxième cas d'un patient qui présente un petit astigmatisme cornéen avec un astigmatisme associé et une amblyopie. Donc, premier cas, c'est un patient qui avait bénéficié d'un LASIK plusieurs années avant, qui a été opéré il y a quelque temps avec un implant monofocal au niveau de l'œil gauche, monofocal torique, et qui est gêné aujourd'hui par sa cataracte et par la nisométropie. Et il souhaiterait être un petit peu plus indépendant au verre de lunettes, puisque c'est un patient qui était demandeur, qui a déjà eu la chirurgie réfractive, et qui était un petit peu déçu avec le résultat de la monofocalité à droite. On voit qu'il y a une cataracte qui le gêne quand même, puisqu'il a un OSI à 2,8. Donc cette topographie, on la vérifie, bien entendu. On ne va pas mettre ça si la topographie est catastrophique. La topographie est belle, l'examen maculaire est satisfaisant. Donc ce patient, on va essayer d'approcher au mieux son hémétropie. On va lui faire un multiformule, on va vérifier en Edicel, on va utiliser le site de la SCRS, Chamas, Barrett, et on va essayer de prendre l'implant. Et effectivement, dans ce cas-là, comme ça va être son seul implant qui va être proposé pour l'aider à la vision de près, comme c'est un EDOF, on peut prendre éventuellement le risque d'une légère myopisation. Voilà le résultat. Il a eu un implant Vivity T3 pour prendre en charge l'astigmatisme. Le patient a une acuité visuelle à 8/10 P3 en monoculaire sur cet œil-ci, avec une réfraction au réfracteur qui est de l'ordre de -0,50, -0,50. Il faut savoir que ces implants sont parfois légèrement myopisants au réfractomètre. Et en binoculaire, ça lui a incrémenté sa vision, puisque l'œil qui était implanté avec un implant monofocal était à 9P6. Et en binoculaire, aujourd'hui, il est pratiquement à 10P2. Sans correction. Donc le patient a bénéficié d'une chirurgie avec un implant EDOF d'un seul côté et il est très satisfait. Et enfin, pour avancer, le dernier cas, c'est le cas d'une patiente qui présente une cataracte bilatérale, un astigmatisme important et une amblyopie. Là, ces patients-là, on n'aimait pas classiquement les traiter avec des implants multifocaux. Donc, on va lui proposer une chirurgie de sa cataracte sous-capsulaire et on va lui proposer un implant EDOF. Donc, on choisit bien les bonnes formules qui sont adaptées en fonction de la kératométrie, de la longueur axiale. On compare pour essayer d'avoir le résultat optimal. Et on va lui proposer une microbascule avec une petite myopisation légère sur son œil amblyope pour ne pas pénaliser la vision de loin, notamment sur l'œil dominé. On met des implants T5 et T6. On ne les met pas tous les jours sur des implants multifocaux parce qu'on sait qu'on peut avoir une perte de résultats visuels. Sur ces implants-là, on le met sans problème. Et la patiente, en post-opératoire, se retrouve avec, sur son œil amblyope, un 5P4 sans correction, un 10P3 sans correction sur son œil sain, et en binoculaire, arrive à avoir un 10P2, puisqu'il y a une incrémentation des résultats lorsque les deux yeux sont implémentés avec le même implant. Donc la patiente est très satisfaite. On ne lui a pas proposé, bien entendu, de lui guérir son amblyopie. Ça, c'est quelque chose qu'elle aura toujours. Mais on a une efficacité de ces implants, malgré l'astigmatisme qui était important. Voilà, donc c'était quelques cas cliniques pour vous proposer d'ouvrir les débats sur ces implants multifocaux. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre. La parole est à Dominique Monet qui va nous parler d'une part de l'arbre décisionnel, également de l'utilisation de ces implants dans les post-chirurgie réfractive. Oui, qui va de fait essayer de faire une synthèse de ce qu'on vient d'entendre en essayant finalement de sortir du paradigme de l'implant monofocal en première intention. Et ce qu'on vient d'apprendre ce soir à travers ces cas cliniques, c'est pourquoi finalement ne pas viser ce qui va donner une vision optimale et la meilleure qualité de vision. Il y a un éditorial d'un journal de médecine à haut impact factor qui titrait la même chose il y a 15 jours. Ne devrait-on pas proposer systématiquement un implant multifocal aux patients opérés de la cataracte ? C'est toute la question. Alors, comment partir ? Qu'est-ce qui va nous guider ? Finalement, c'est le patient. Et on ne se trompe jamais quand on écoute son patient. Et quand on pose la question au patient de sa motivation à ne plus porter de lunettes après une chirurgie de la cataracte, vous savez ce qu'ils répondent ? Dans 85% des cas, je ne veux plus porter de lunettes. Et c'est des attentes patients qui sont très largement sous-estimées quand on opère la cataracte, parce qu'on a tendance à partir sur l'implant monofocal de base et à réserver l'implant multifocal chez des gens qui sont spontanément demandeurs. Mais si vous inversez les choses et que vous posez la question au patient, alors effectivement, vous serez surpris par les résultats. Alors on va finalement faire un tri des patients en fonction de leur motivation. Soit le patient est très motivé, et moi j'utilise une échelle de 0 à 10,
0, le patient me dit « Ah, mais moi, porter des lunettes, docteur, ça ne m'importe pas du tout. Je ne me vois pas sans lunettes. » Ok, 0. À l'inverse, à l'autre bout du spectre, le patient qui a eu le presbylasien, qui a tout fait pour ne jamais porter de lunettes et qui arrive à l'âge de la cataracte à 70 ans, évidemment, celui-là, sa motivation, elle est à 10. Il ne va pas supporter de porter des lunettes après l'opération de la cataracte et il va vivre ça comme un échec. On a les patients moyennement motivés. Oh, bah, pourquoi pas, docteur, puisque vous en parlez, je suis assez motivé. Et là, on va parler des compromis de vision entre le multifocal et les DOF, on y reviendra. Alors, proposer le multifocal systématiquement, ça ne veut pas dire poser le multifocal systématiquement. J'insiste. On a fait une étude et chez des porteurs, on en a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué, et on sait que quand on passe au crible des critères, certes empiriques, des anomalies, des comorbidités à l'âge de la cataracte, finalement, 80% de patients sont éliminés d'emblée et ne peuvent pas bénéficier de cette technologie. Va rester ensuite, même si le patient a un OCT parfait, même si le patient n'a pas de glaucome, pas de druse, rien, le crible de la psychologie, de ses habitudes, de son métier. Vous connaissez ça tout à fait par cœur et Diane nous l'a parfaitement rappelé. Si, au travers de ces questionnaires et des questions posées, de son métier, etc., vous allez pouvoir lui poser l'implant multifocal. Et encore, ça ne représente que 20 à 25% de vos patients. Quand il y a des contre-indications, on l'a vu tout à l'heure, eh bien l'EDOF peut être une parfaite solution. Un EDOF est absolument compatible avec beaucoup de comorbidités légères à moyennes. Pourquoi ? Parce qu'il influe beaucoup moins sur la vision des contrastes. Et donc ces pathologies-là ne vont pas augmenter le déficit de la vision des contrastes provoqué par un implant multifocal. Il n'y a pas de contre-indication psychologique, en tout cas pour moi dans ma pratique, à l'EDOF. Donc là, c'est pareil, en cas de contre-indication psychologique, 100% d'EDOF. Et donc là, on a quand même une solution, là où on avait encore, il y a quelques années, rien du tout à proposer. Et enfin, l'implant qui reste quand même le plus sûr en termes de qualité de vision et de satisfaction, lorsque vous avez le moindre doute, et en fonction encore une fois de la motivation du patient, retournez au bon vieux monofocal. Voilà ce que je voulais vous proposer en termes de raisonnement. Et pour continuer dans les indications un petit peu délicates, je vais vous rapporter l'expérience cauchinoise d'un plan EDOF utilisé en post-chirurgie réfractive. On l'a vu, c'est des patients qui sont extrêmement motivés. Vous avez dû tous le constater dans vos pratiques. On en voit de plus en plus, puisque c'est les patients qui ont bénéficié des LASIK, des PRK, ont vieilli et viennent vous voir avec « Quelle est votre solution, docteur, pour que je porte plus de lunettes ?» Alors, on est souvent embêté. Les multifocaux, ce n'est pas une contre-indication absolue, mais on sait que les indications sont extrêmement limitées. Dans ce cadre-là, 2 examens sont absolument indispensables, l'aberrométrie, la topographie cornéenne. Et on va scruter les aberrations, notamment de haut degré. Dès qu'elles sont trop importantes, alors on est en contre-indication assez rapide sur les multifocaux et on va voir que l'EDOF peut être une solution, notamment si vous connaissez bien votre EDOF, que vous savez qui produit des aberrations sphériques négatives, eh bien on va pouvoir compenser, grâce à cet EDOF, les aberrations produites par la chirurgie réfractive. Donc la chirurgie réfractive, elle bouleverse tout, elle complique le calcul d'implant, on l'a vu tout à l'heure, et il faut choisir une méthode de calcul qui soit adaptée au mieux de dernière génération pour déjà optimiser votre résultat. Ensuite, la topographie cornéenne va nous montrer 2 profils. Soit le patient a été opéré d'une chirurgie de la myopie, il aura plutôt un profil oblate, et donc sa cornée va produire beaucoup d'aberrations sphériques positives. Et donc l'EDOF, qui lui produit des aberrations sphériques négatives, en tout cas pour certains, est une très bonne indication. S'il a au contraire été opéré d'une hypermétropie, alors il a un profil prolate et sa cornée spontanément va produire des aberrations sphériques négatives. Et là, il faudra plutôt choisir un implant qui produit des aberrations sphériques positives. Vous avez compris le principe. Donc l'étude a porté sur 7 patients, 12 yeux, 4 hommes, 3 femmes, âge moyen 67 ans. On a systématiquement utilisé un implant Vivity et après systématiquement une analyse topographique et aberrométrique, c'est ce que je vous ai rappelé. L'acuité visuelle préopératoire était de 5/10, donc vous voyez qu'on opère au bon moment à Cochin. Les aberrations sphériques étaient très variables, vous voyez qu'elles étaient proches de 0 et pas loin de 1 micron pour certains patients. Les aberrations de haut degré d'eux-mêmes étaient assez variables, proches de 0 jusqu'à 0,7 chez certains patients. Astigmatisme préopératoire relativement modéré, mais on verra que c'est très important de le corriger. Et enfin, on a utilisé la totale kératométrie pour parfaire et prendre en compte la cornée postérieure. L'intervention
de la cataracte venait en moyenne 17 ans après la chirurgie réfractive. Ça console, ça veut dire quand même qu'ils ont bénéficié de leur chirurgie réfractive pendant longtemps. La puissance moyenne de nos implants était aux alentours de 20. L'acuité visuelle post-opératoire sans correction était en moyenne de 10 dixièmes avec cet implant EDOF. La plus petite acuité visuelle était à 6 dixièmes. Une fois corrigés, tous les patients avaient entre 9 et 12 dixièmes. Enfin, on a posé la question, une question qui est assez simple. Comment est votre qualité de vision dans les suites de cette chirurgie, où 0, c'est la catastrophe, et même on parle de cécité, et 100, la perfection absolue, comme quand vous aviez 25 ans sans lunettes. Et en moyenne, on avait une satisfaction proche de 93%. Quelques cas cliniques exemplaires. Une dame de 60 ans qui vient me voir, déjà opérée d'un œil droit, avec une cataracte nucléaire myopisante sur l'autre œil. Elle me dit ne pas être satisfaite par sa première opération, alors qu'elle a 10 dixièmes sans correction, mais très déçue de devoir porter des lunettes en vision intermédiaire et en vision de près. Elle ne me parle pas du tout d'une chirurgie réfractive préalable, et c'est l'analyse topographique qui va me montrer son profil justement évocateur avec l'effondrement des courbures centrales, donc très évocateur d'une chirurgie myopique, comme le suspecte également sa longueur axiale. J'observe un petit astigmatisme cornéen, je lui parle de cette chirurgie préalable qu'elle finit par avouer, et je lui propose donc un implant EDOF. L'astigmatisme, donc ASCRS, comme l'a dit tout à l'heure Pascal, et la moyenne tombe à 17,50 pour 119,2, et je vais poser un implant torique EDOF Vivity. Et le résultat va être assez spectaculaire puisque la patiente va avoir 10 dixièmes sans correction, P3 sans correction à 1 mois, et on voit très bien sur le ticket l'efficacité de la correction de l'astigmatisme, passer de moins 1,50 en cornée à moins 0,25 au total. Elle est ravie, et la petite profondeur de champ obtenue par l'EDOF lui donne tout à fait satisfaction. Deuxième cas clinique, ceux qui nous posent finalement le plus de problèmes, ce sont les patients en post-kératotomie radiaire. Il s'agit d'une patiente de 73 ans, opérée plus de 30 ans avant de sa myopie, avec une acuité visuelle pas trop effondrée, puisqu'elle a 8 dixièmes, mais une cataracte corticale très importante. Elle a des aberrations sphériques relativement élevées, et là aussi, je vais lui proposer un implant EDOF Vivity, astigmatisme cornéen, comme vous le voyez également, qui va être corrigé par un T3 aussi, et l'acuité visuelle post-opératoire, 10 dixièmes sans correction. L'acuité visuelle de près nécessitait plus 1,50, et on le comprend bien puisque les aberrations sphériques finalement post-opératoires étaient proches de 0. Donc on a eu un peu moins d'effet de profondeur de champ produite par l'implant. Donc l'avantage de l'implant EDOF dans ce contexte, c'est une image un petit peu triviale et je m'en excuse, mais en gros c'est un peu comme les chaussettes. Vous avez deux façons de choisir vos chaussettes. Soit vous chaussez du 41 et vous allez prendre du 41. Sinon, vous savez tous qu'il y a des chaussettes qui vont du 39 au 42. L'EDOF, c'est un peu ça. On a une marge. Et cette marge, elle est très appréciable puisque connaître la taille du pied de vos patients quand ils sont fait opérer de chirurgie réfractive, c'est très difficile. On ne sait pas si finalement ils chaussent du 39, du 40, du 41, du 42. Et d'avoir un implant qui nous permet d'avoir cette possibilité, c'est très rassurant pour les chirurgiens parce qu'on va obtenir un résultat proche de l'hémétropie sans correction dans tous les cas. Donc cette étude, finalement, elle nous permet de voir qu'on raisonne au cas par cas. Probablement qu'elle préfigure la chirurgie de demain, un implant en fonction d'un patient basé sur des données abérométriques un peu plus poussées que ce qu'on fait maintenant. De notre expérience, la barrette Truca a donné de très très bons résultats et la technologie Webfront Shaping produite par l'implant Vivity est surtout pour moi dans ma pratique très performante par sa reproductibilité. J'ai jamais vraiment de mauvaises surprises, alors qu'avec d'autres implants EDOF, de temps en temps ça marche, de temps en temps ça ne marche pas, et je ne sais pas pourquoi. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Une ou deux questions dans l'assistance, Nicolas. Nicolas. J'ai bien compris l'idée de compenser les aberrations sphériques positives par un implant qui fournit des aberrations sphériques négatives, mais à ce moment-là, est-ce que tu ne perds pas en vision de près dans ces cas-là? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, sur un ASIC hypermétropique, tu as des aberrations sphériques négatives. Là, j'ai vu qu'il y en avait 4 dans le... Donc, tu rajoutes des aberrations sphériques négatives. Est-ce que tu te fixes un delta, enfin une valeur seuil à ne pas dépasser? Donc, c'est une très bonne question. J'évite de poser l'implant quand j'ai déjà des aberrations sphériques négatives dès le départ sur la barométrie. Là, dans ma série, il y avait 0 patient qui était du versant négatif. Ils étaient tous positifs, y compris ceux qui avaient bénéficié d'une chirurgie hypermétropique.
Et est-ce qu'on perd? Oui, c'est un peu le cas que je vous ai montré avec la kératotomie radiaire. On perd un peu, mais pas complètement, étonnamment. Mais autant j'avais un P3 facile, sans correction du tout dans mon premier cas post-laser myopique, autant la post-kératotomie radiaire où j'étais proche de 0 en aberration sphérique, j'avais un P4 et P2 avec plus 1,50. Donc c'est quand même mieux, il y a quand même un effet de profondeur de champ. Tout ne s'explique pas, il y a aussi des brevets secrets. On dit que ça produit des aberrations sphériques négatives, mais pas que et pas tous de la même façon. C'est une très très bonne remarque pour les postes presbylasiques, parce que Ouais. là, ceux-là vont nous arriver et il faudra discuter en miroir. Hein. Donc moi, je trouve que ta question est très pertinente. Oui. Absolument. Oui, parce que le problème du presbylasique, c'est que ça se situe au centre. Autant des aberrations périphériques d'un laser myopique en périphérie, on s'en fout, à 6 mm. Par contre, en paracentrale, centré, pas Presbylasique, centré, méfiance. Exactement, c'est là où il faut bien choisir. Presbylasique, méfiance, ça c'est sûr. Tu as les cornées prolates et les cornées oblates, donc hyperprolates et hyperoblates. Et donc la caustique de focalisation, elle ne se trouve pas au même endroit par rapport à la rétine. Pour les anciens myopes, c'est en arrière de la rétine. Et pour les anciens, les hypermétropes, c'est plutôt en avant. Donc ça change un peu la donne, notamment peut-être sur l'objectif, la cible réfractive à l'arrivée. Donc ça, il faudra l'étudier, Ouais. peut-être le simuler. Abérophyte. Une autre question. Dernière question. Non, bah écoute. Merci beaucoup.